On l'appelle le 9e art. Elle est bien souvent réalisée par des artistes. Mais pour autant, la bande dessinée est-elle compatible avec l'art contemporain ? Il y a de plus en plus aujourd'hui d'artistes contemporains, une nouvelle génération d'artistes qui, eux, reconnaissent pleinement que la bande dessinée fait partie de leur univers depuis toujours, que c'est une de leurs références culturelles, qu'ils ont été nourris, fécondés par ça, et donc ils revendiquent ça à égalité avec l'influence des grands maîtres de la peinture. Je suis un immense fan de ce que font les artistes de BD. La BD, c'est du dessin, mais c'est aussi une histoire, c'est aussi des dialogues. Donc c'est très riche, on appelle ça même un roman graphique maintenant. Donc j'en lis beaucoup, je m'inspire beaucoup de ça. Et j'essaye de retrouver les icônes vraiment de bande dessinée qui nous ont bercés pendant la jeunesse ou qui sont encore des icônes maintenant de civilisation. On peut parler des super-héros, on peut parler de Mickey, on peut parler de tous ces personnages. Et l'idée, c'est de reprendre tous ces personnages et de les mélanger aussi dans des toiles et d'en faire une composition vivante qui raconte autre chose que ce que peut raconter une planche de bande dessinée. J'aimerais bien que les artistes comme moi puissions contribuer à lancer des ponts entre ces deux univers parce qu'ils ont tout à apprendre l'un de l'autre. Et je pense aussi que nous, les peintres, nous, on s'inspire beaucoup de la BD. Mais on a aidé, nous aussi, depuis 60 ans, depuis l'avènement du pop art, on a aidé à cette reconnaissance de la bande dessinée, à cette reconnaissance des icônes de BD, comme un art à part entière et un art qui mérite d'aller dans les musées. Une source d'inspiration pour les artistes, un moyen d'expression avec ses grands maîtres, ses poètes, ses génies. Mais la bande dessinée est-elle un art pour autant ? Uderzo, Goscinny, quand ils font un siècle, c'est extrêmement populaire. Mais c'est également de l'art, c'est puissant visuellement et au niveau de la narration, de l'intelligence, de l'humour qu'a mis Goscinny, de l'intelligence du trait d'Uderzo. C'est populaire tout en étant de l'art. Il y a 40-50 ans, c'était honteux de lire des petits Mickey. Donc vous me dites pourquoi est-ce que c'est un art ? Simplement parce que ça correspond à un moment dans la société où la bande dessinée a été quand même un art populaire et donc est devenu, de par les prix atteints aussi, un art qui est beaucoup plus mis en évidence. Dans l'art, finalement, avec la bande dessinée, encore aujourd'hui, on est vu comme, je dirais, un peu des loustiques avec des petits Tintins, des Mickey. Voilà, on n'est pas des intellos, hein, on lit dans les bulles. Bon, donc on n'a pas gagné la guerre, on a gagné des batailles, mais on n'a pas encore gagné la guerre. De quand date la bande dessinée ? Est-ce que l'on parle d'histoires qui se racontent avec des mots et des images, comme pour cette incroyable tapisserie de Bayeux de 1077 ? Une œuvre de 70 mètres de long qui raconte l'invasion de la Normandie par les Anglais. Ou est-ce en 1109, comme disent les Belges, avec ce récit en case qui parle de la Bible ? Les historiens en débattent encore. Alors, à quel moment est-ce que la bande dessinée s'autonomise par rapport à cette histoire-là ? Est-ce que c'est le fait qu'elle est imprimée qui va être décisif ? Bon. Un élément qui me semble à moi décisif, c'est le moment où elle devient une littérature, c'est-à-dire à partir du moment où les auteurs utilisent cette forme pour la fiction. Et ça, c'est avec Töpfer que ça commence. Rodolphe Töpfer serait l'inventeur de la bande dessinée en 1827. Rodolphe Töpfer est suisse, il est professeur et à défaut d'être devenu le peintre qu'il souhaitait, il divertit ses élèves avec ses petits dessins. Et Töpfer au départ rêvait d'être peintre. Son père était peintre, mais il avait une affection de la vue. Il voyait comme des taches, des formes bizarres, et donc il a mis au point un dessin très simple, un dessin qui relève en fait de la caricature, un dessin au trait,
extrêmement libre, et donc ces histoires sont orientées vers le comique. On peut dire qu'elles sont par certains côtés l'héritage de certaines histoires de Molière, puisque c'est autour d'un personnage, des tribulations d'un personnage. Monsieur Jabot est un fat, Monsieur Crépin est préoccupé de l'éducation de ses 11 enfants. Enfin, ce sont toujours des personnages qui ont une idée fixe et qui suivent leur idée du bout en bout. Une des forces de Töpffer, c'est d'avoir concentré d'emblée la bande dessinée naissante sur un personnage qui est à la fois identique, puisqu'il faut qu'on l'identifie au premier coup d'œil, et différent, puisque l'histoire est l'histoire de ces jeux de physionomie, de ces transformations corporelles et faciales. Et donc l'histoire, c'est un peu la déclinaison d'un personnage, et quand le personnage est comme vidé de ses potentialités comiques, l'histoire s'arrête. Ce mélange entre l'œuvre littéraire et l'œuvre graphique paraît si déroutant que Rodolphe Töpffer décide d'expliquer sa démarche dans un texte qui l'accompagne. Il dit « Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose de dessins autographiés au trait accompagnés de quelques lignes de texte. Le dessin sans le texte n'aurait qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. » Donc il y a cette notion d'un art mixte, d'un art composite. Mais c'est lui qui a trouvé le système qui était le plus efficace à l'époque. C'est très simple, hein, c'est ce qu'on appelle des cases maintenant, des vignettes entourées, avec du texte en dessous. Dans l'œuvre de Töpffer, on ne trouve pas encore la bulle, qui sera une caractéristique importante de la bande dessinée moderne, mais ce qu'on trouve déjà, c'est une fusion très étroite entre le texte et l'image et un découpage analytique très serré de l'action. C'est-à-dire qu'un moment très bref peut être découpé en 2 ou 3 dessins. Ce ne sont pas des tableaux successifs, ce sont véritablement les moments, les instants d'une action qui est racontée avant tout à travers l'image. Mais il s'en est fallu de peu pour qu'à peine inventé, ce mode d'expression disparaisse. Mais heureusement, un grand écrivain de son temps va pousser Töpffer à faire connaître ce travail si novateur. Au départ, il n'a pas l'intention de les publier. C'est Goethe, le grand écrivain allemand, qui est tout à la fin de sa vie, qui aura l'occasion de jeter un œil à 2 de ses manuscrits et qui en fera un éloge tellement vibrant qu'il trouvera que c'est étincelant de verve et d'esprit. Et c'est ce jugement-là qui va décider Töpffer à les répandre dans le public, à les faire imprimer, à les diffuser. Bien que tiré à quelques centaines d'exemplaires, Töpffer est traduit en plusieurs langues. Le concept de la bande dessinée est en germe. Et en pleine révolution industrielle, tous les éléments sont réunis pour que ce média trouve sa place. La fabrication du papier, l'impression font des progrès considérables. L'exode rural donne l'accès à l'éducation et une grande partie de la population peut enfin lire. C'est la naissance de la presse. Dans ces journaux, il y a des articles, mais il y a aussi des petits dessins pour délasser le public. Et à l'époque aussi, il y a une énorme production de titres satiriques. Des revues comme Le Chat Noir, La Lune, L'Éclipse, L'Assiette au beurre, Le Rire pour les adultes, et ensuite la presse enfantine. Et dans ces journaux, il y a beaucoup de dessins. Et dans ces dessins, il y a des gens qui, sans le savoir, font de la bande dessinée. Mais c'est aux États-Unis, 60 ans après Töpffer, que la bande dessinée va trouver sa vraie vocation, celle d'un média de masse. Nous sommes au tout début du XXe siècle. On peut dire qu'il se produit au début du XXe siècle une sorte de deuxième naissance de la bande dessinée, et cette fois ça se passe aux États-Unis et dans la presse quotidienne, dans la presse d'information. Les journaux publient chaque dimanche un supplément en couleur, là on n'est plus devant des albums tirés à quelques centaines d'exemplaires ou à quelques milliers, on est véritablement face à un médium de masse, c'est-à-dire que la bande dessinée va pénétrer dans tous les foyers. C'était un argument de vente pour la presse quotidienne à ce moment-là, un très gros argument de vente qui s'explique aussi parce que de nombreux Américains ne parlaient pas encore l'anglais à ce moment-là. Il y avait des Allemands, il y avait de tout, il y avait des Polonais et des Hongrois. Et donc la bande dessinée était une partie du journal que tout le monde pouvait comprendre grâce au dessin. On pourrait dire que la naissance de la bande dessinée est plutôt aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'elle s'adresse à un très grand nombre de lecteurs. C'est un média de masse, la bande dessinée. Parmi les dizaines d'auteurs, un nom éclipse tous les autres. C'est Winsor McCay. Imaginatif, brillant, il invente un monde extraordinaire avec son héros Little Nemo.
Little Nemo, c'est très simple. C'est un petit gamin qui, tous les soirs, se couche dans son lit, fait un cauchemar et se réveille dans son lit ou au pied de son lit. Voilà. Et c'est Little Nemo in Slumberland, c'est le petit Nemo au pays des songes. Et le pays des songes, en fait, c'est le pays où il se retrouve dans ses rêves. Plus qu'une jolie histoire, c'est une évolution, une révolution dans la forme qui va littéralement inventer les règles et les modes d'expression de la bande dessinée. Les séries les plus populaires ont droit à une pleine page. Alors, quand on voit le format d'un journal quotidien de l'époque, une pleine page, c'est l'équivalent d'une affiche, c'est un véritable poster. On en prend vraiment plein les yeux. Hein. Et Winsor McCay, avec son héros Little Nemo in Slumberland, qui chaque nuit s'évade dans l'univers des rêves, utilise cet espace, utilise la couleur, utilise sa prodigieuse science du dessin pour nous faire visiter des mondes féeriques, merveilleux. À ce moment-là, on a une deuxième dimension qui est ne plus simplement regarder les images comme un enchaînement, mais les regarder comme un ensemble. Et je pense qu'avant même de les lire, les enfants ou les adultes qui les découvraient étaient émerveillés. Émerveillés par l'harmonie de couleurs, mais émerveillés par la sensation qui s'en dégage. Par exemple, vous voyez Little Nemo confronté à un éléphant, et cet éléphant, il entre peu à peu dans la page, et dans les cases, il prend de plus en plus de place à mesure qu'il s'avance. Donc d'une certaine façon, nous avons vu cette image globale avant de l'avoir lue. C'est quelqu'un qui s'empare d'une nouvelle forme d'art et qui essaye de lui faire donner tout ce qu'elle peut donner. C'est le privilège des pionniers. C'est qu'il n'y a pas de limite pour lui. On peut tout faire, donc il fait tout. Il va faire des pages découpées en escalier. Il va faire un grand rond au milieu. Il va faire des cases comme ça tout en hauteur. Il va déformer les personnages. C'est complètement inouï. Il y a une maîtrise technique incroyable, il y a un très beau style. Alors c'est entre l'art nouveau, l'art déco, il y a un sens du contour comme ça, qui est magnifique, un super beau trait. Little Nemo, c'est considéré comme le premier grand chef-d'œuvre de l'histoire de la bande dessinée mondiale. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes considèrent que Winsor McCay a produit une œuvre qui reste un des sommets de l'histoire de la bande dessinée et que sur le plan artistique, sur le plan purement graphique, il n'a jamais véritablement été dépassé et rarement égalé. Et si ce chef-d'œuvre ne passe pas inaperçu, c'est aussi parce qu'il arrive au cœur d'une véritable guerre sans merci, celle de la presse. Les journaux tirent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. La bande dessinée est un atout très important pour faire vendre le papier à cette époque-là. Et c'est devenu tout de suite un enjeu commercial énorme parce que ça a eu tout de suite beaucoup de succès. Si on cite les premiers classiques, Pim Pam Poum par exemple, ou des choses comme ça, c'est des trucs, ça marche, mais c'est lu par des millions de gens tous les jours. Donc il y a un enjeu financier commercial derrière qui est énorme. Les grands manias de la presse, que sont en particulier Joseph Pulitzer d'un côté et William Randolph Hearst de l'autre, qui se livrent une guerre absolument féroce, l'ont bien compris, qui essayent de débaucher les meilleurs dessinateurs du moment. Ils vont se disputer les auteurs. Comme on achète des footballeurs aujourd'hui, ils font le chèque. Bud Fischer a été le premier millionnaire de la bande dessinée. Il gagnait très bien sa vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces bandes dessinées-là, contrairement à ce qui va se passer chez nous, ne s'adressent pas particulièrement aux enfants, elles s'adressent à toute la famille. La presse d'information, c'est d'abord les parents qui la lisent. Alors certes, le supplément bande dessinée passe aussi entre les mains des enfants, mais c'est pour toute la famille. Alors qu'aux USA, toutes les populations s'emparent de la bande dessinée, en France, ce mode d'expression est loin de passionner les foules.
En France et en Europe, c'est un peu différent. Au tournant du 19e et du 20e siècle, entre les années 1890 et les années 1900, la bande dessinée va conquérir un nouveau public qui est le public enfantin. C'est-à-dire que ça va devenir un moyen d'expression dédié aux enfants, dans des journaux spécialisés. Et là, dès que la bande dessinée devient pour enfants, c'est une forme d'enfermement. Et tout de suite, c'est mal vu par l'Église, les associations de parents, les enseignants, les groupements de familles, des choses comme ça. La bande dessinée mauvaise presse, tout de suite. Cette bande dessinée du début du XXe siècle, on la regarde comme un mode d'expression médiocre, loin de la profondeur et de la morale des récits de la comtesse de Ségur. La contrainte de toute la production pour les enfants, les acheteurs ne sont pas les lecteurs. C'est les parents qui achètent, mais c'est les enfants qui lisent. Et donc il faut répondre à un certain nombre d'attentes du côté des parents. Il faut que ce soit bien élevé, il faut que ce soit éducatif. Et pour les auteurs qui travaillent dans ce contexte-là, les contraintes sont énormes et il n'y a pas de reconnaissance sociale. Il n'y en a aucune. La presse enfantine va confisquer la bande dessinée pendant à peu près 3/4 de siècle. C'est-à-dire que la production pour adultes qui existait au XIXe siècle va disparaître. Il faudra attendre les années 60-70 pour la voir revenir. Aux États-Unis, dans les années 30, la manne financière de la bande dessinée est telle que les éditeurs récupèrent les dessins de presse pour les rééditer sous forme de petites revues. C'est la naissance des comic books. À la fin des années 30, certaines de ces histoires vont être compilées sous la forme de fascicules souples, bon marché, qu'on va appeler les comic books, par opposition aux comic strips, qui sont les histoires qui paraissent dans les journaux. Et puis très vite, il y a des dessinateurs qui vont se mettre à produire des histoires inédites pour le marché des comic books, et ce seront les super-héros. Ces super-héros vont avoir un rôle fondamental dans la construction de l'identité américaine. Les super-héros vont connaître un pic de popularité tout de suite, et ça, c'est grâce à la Seconde Guerre mondiale où, effectivement, ils ont face à eux le super méchant de rêve qui est Hitler. Et donc, on voit en couverture d'un numéro de Captain America le super-héros en train de casser la figure littéralement à Hitler. Hein. Donc, ce sont des champions de l'Amérique, ce sont des champions du bien. Ils se mobilisent, évidemment, aux côtés des forces alliées pour essayer de vaincre le nazisme. On peut dire aujourd'hui, ah bah oui, bah c'est facile, c'est une revue américaine qui tape sur Hitler, d'accord, mais les Américains sont rentrés dans la Seconde Guerre mondiale qu'après Pearl Harbor, à la fin de 1941. Et avant ça, il y avait un parti plus ou moins nazi officiel aux États-Unis qui s'appelait le Bund et qui était tout à fait toléré. Et il y avait une bonne partie de l'opinion américaine qui ne voulait pas aller faire la guerre contre les Allemands. Donc, le fait de sortir dès début 1941, c'est-à-dire des mois avant que la question soit tranchée, une bande dessinée destinée à des enfants où le héros dit non, il faut y aller, c'est beaucoup plus couillu que ce qu'on pourrait croire. Les super-héros, on pourrait les qualifier de panthéon laïque. C'est-à-dire que finalement, dans une société qui a un patchwork de culture, qui a été fondée sur des générations d'immigration, arrive un personnage avec une cagoule. Finalement, on peut tous s'imaginer sous la cagoule. Et on peut s'inventer un personnage providentiel qui est capable de résoudre les problèmes de la société en un éclair. Les premiers épisodes de Superman, par exemple, c'est pas du tout le Boy Scout qu'on connaît, qu'on imagine de nos jours. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes où il comprend que, par exemple, les voitures tuent. Donc il va voir les constructeurs de voitures et il leur dit: si vous ne construisez pas de meilleures voitures, puisque c'est de votre faute s'il y a des accidents, eh ben, je reviendrai, je détruirai vos usines et je vous tuerai. Et dans le pays de l'industrie automobile, c'est quand même un petit peu corsé, on va dire. Les dessins usent et abusent de couleurs. La liberté de ton s'exprime tant dans le fond que dans la forme. Adulés par les masses, ces super-héros vont devenir naturellement la source d'inspiration d'une nouvelle culture, quelque peu controversée, le pop art.
Alors le pop art, c'est un mouvement qui date lui aussi des années 60 et qui va se caractériser notamment par le fait qu'il va recycler une imagerie qui se trouve dans la rue. Donc ça peut être des affiches publicitaires, ça peut être des boîtes de soupe, les étiquettes de boîtes de soupe Campbell, ça peut être aussi des images qui viennent des comics. Alors bien sûr, il y a Andy Warhol, Andy Warhol qui est vraiment l'artiste emblématique du pop art, et lui, il va s'intéresser en reprenant des icônes de la culture populaire, comme Mickey, Batman, Dick Tracy. Sinon, l'autre grande figure, c'est Roy Lichtenstein, qui lui va vraiment s'intéresser de près au langage BD. Donc, il va reprendre les aplats de couleurs, il va reprendre aussi la trame apparente. Il s'intéresse à la quadrichromie, qui est un procédé mécanique d'impression en 4 couleurs. Il utilise aussi les codes de la BD, tels que les onomatopées, les mots inventés qui désignent des bruits. Quand Lichtenstein prend une case qu'il agrandit, c'est une façon de réfléchir sur l'art. Parce que de dire, voilà, j'ai un point de trame qui a été fait par une rotative, et je vais m'amuser avec mon pinceau à la refaire, c'est justement pour bien montrer qu'on est dans deux champs complètement différents, mais c'est plus s'interroger sur le statut de l'art que de mépriser la bande dessinée. Et je pense que du point de vue de la bande dessinée, il y a eu beaucoup d'incompréhension de cette démarche-là. Avant, il y avait vraiment une séparation entre l'art dit savant, l'art élitiste, qu'on appelle les beaux-arts, et l'art populaire, qui est la BD, le cinéma de genre. Et Warhol ou Roy Lichtenstein, ils fusionnent les deux. Et ça, à l'époque, ça bouleverse la donne de l'art de l'art contemporain ou même de l'art qu'on trouve dans les musées habituellement. Un artiste de bande dessinée de chez Marvel qui dessinait des super-héros, qui a dit Lichtenstein s'est inspiré d'une de mes cases. Le tableau de Lichtenstein est au Muséum d'art moderne à New York, donc quelque part ma case de BD est au musée d'art moderne. Grâce à Roy Lichtenstein, Andy Warhol et bien d'autres, les auteurs de comics entrent indirectement au musée. L'incontournable revue de comics Marvel y voit une forme de reconnaissance au point de s'approprier le mouvement. À partir du milieu des années 60, Marvel s'est même rebaptisé au niveau du logo et c'était les Marvel Pop Art. On pouvait voir sur les couvertures des Fantastiques, de Spider-Man ou des Avengers, cette mention Pop Art sur la couverture. Et il y a, au point où il y a en 67 un édito qui explique, et ben voilà, on est reconnu, on ne nous aurait pas considéré comme de l'art il y a quelques années, mais voilà, là c'est fait. À cette même période, en Europe, et plus particulièrement en Belgique, depuis les années 30, la presse enfantine se transforme. Les magazines Tintin et Spirou apportent un renouveau de la bande dessinée à épisodes. Le moment qui correspond aux années 40-50, c'est avant tout le moment belge. C'est Tintin et Spirou, les deux hebdomadaires rivaux qui sont publiés en Belgique, l'un à Bruxelles, l'autre à Charleroi, qui dominent la scène européenne à ce moment-là. Et les meilleurs dessinateurs, y compris les meilleurs dessinateurs français, travaillent pour les éditeurs belges. Les éditeurs belges qui étaient Dupuis et le Lombard, ils ont mis au point une formule de presse qui est formidable, avec des histoires très formellement magnifiques, très bien raconté, très inspiré par le dynamisme américain, mais ils en ont fait quelque chose de particulier. Et dans le carcan, encore une fois, de la production pour enfants. Et des gens comme Franquin, Peyo, Jacobs, Jacques Martin, tout ça, c'est des classiques aujourd'hui. Dans ce moment belge, un nom va faire basculer l'histoire de la bande dessinée. Un certain Georges Rémy, plus connu sous le nom de Hergé. Hergé, on peut dire, est non seulement le père de la bande dessinée belge, mais peut-être de toute la bande dessinée belgo-française. Hergé arrive à créer un modèle, une sorte de standard, qui va s'imposer d'abord à tout un pays, puisque le journal Tintin sortira directement du travail d'Hergé, et que le journal Spirou, qui dialogue avec lui, au fond est d'accord sur beaucoup de codes. Le même privilège du trait, le même mélange de réalisme et d'humour, avec un peu plus d'humour chez Spirou, le même format de journal, le même format d'album, les mêmes techniques de mise en couleur. Au fond, ils sont d'accord sur l'essentiel. Et ça, c'est le succès d'Hergé, d'abord en Belgique, puis en France, puis en Europe et dans le monde, qui va imposer ce standard.
C'est véritablement avec Tintin que tout commence. Je crois que c'est ça la force de Tintin, c'est de se prêter à différents niveaux de lecture. Les enfants, même très jeunes, peuvent y trouver leur compte. Et en même temps, c'est une bande dessinée qui témoigne formidablement de son temps, des avancées de la science, de tous les grands enjeux politiques, économiques et autres de son époque, et qui a cette qualité extraordinaire de marier l'humour et l'aventure. Hergé invente ce que l'on appellera la ligne claire. Une simplification du dessin, du trait, qui lui donne une image résolument moderne, vivante. Vous sentez très bien que l'image à elle seule assure une lisibilité presque absolue. Vous suivez le mouvement du personnage. Vous pouvez quasiment lire l'histoire en ne vous appuyant que sur le dessin. Nous sommes entraînés par le mouvement des personnages. Tintin enfile son imperméable, il descend l'escalier à toute vitesse, il se dirige vers le port, il saute littéralement sur un cargo. Et tout cela, même un enfant très jeune peut le suivre. Alors que dans l'ancienne tradition française, plus littéraire, celle des images d'Épinal, grosso modo, le texte portait la narration et l'image était subsidiaire. L'image était secondaire, elle était là, au fond, pour illustrer. Le succès des revues belges Tintin et Spirou inspire les éditeurs français. En 1959, le magazine Pilote voit le jour. 30 années d'existence durant lesquelles les plus grands dessinateurs vont émerger. Pilote, au départ, c'est une revue qui s'adresse à des 8-12 ans. C'est une revue qui n'est pas éditée par une maison de bande dessinée déjà installée. C'est une aventure un peu particulière. En fait, Goscinny, Uderzo et Charlier avaient essayé de monter un syndicat d'auteurs. Et les éditeurs belges, qui étaient quand même prédominants sur le marché à l'époque, ont vu ça d'un très mauvais œil, et ils ont été ostracisés. Et un jour, on leur a proposé de faire une revue qui s'appelait Pilote. Un hebdo qui avait de la science-fiction, du fantastique, de l'humour, de l'histoire, de l'aviation, tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'était René Goscinny. C'était fabuleux. Je l'ai rencontré en 1964 et il m'avait dit « Un jour, je ferai de Pilote un journal moderne, où il y aura une expression moderne. » C'était la naissance, la révolution de la bande dessinée. Dès les premiers numéros, Goscinny, le rédacteur en chef, et son comparse, Uderzo, vont imaginer un nouveau personnage qui va assurer le succès immédiat de la revue. Goscinny et Uderzo ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Ils n'étaient pas contraints. Et donc, ils voulaient faire une adaptation du roman de Renard. Alors, il se trouve qu'un autre dessinateur, Jean Trubert, faisait déjà une adaptation du roman de Renard dans une revue. Et donc, je crois que c'est Poivet qui leur dit « Attendez, il y a quelqu'un qui le fait ». Et donc, en catastrophe, ils se retrouvent dans l'appartement d'Uderzo, et Goscinny qui dit « Bon, soyons un peu rationnels, comment on fait ? On va reprendre toutes les périodes historiques. Donc, et on va voir ce qui n'existe pas en bande dessinée. Les hommes préhistoriques, c'est fait, ça existe, Tunga, machin, etc. Puis ils arrivent aux Gaulois, et Goscinny dit « Ok, c'est bon ». Et ça commence comme ça. Et donc, ils vont trouver leur univers très vite. Et Uderzo imagine un personnage... un héros, quoi, trapu, machin. Et Goscinny dit non, on va faire un petit malin. On va faire un petit bonhomme. Et donc il fait. Et Uderzo dit on va lui mettre un gros copain. Donc c'est comme ça qu'Obélix est né. Et là, Goscinny s'est laissé aller. Les jeux de mots, les allusions, les second degré, les allusions à l'actualité, les allusions culturelles, les citations latines et des choses comme ça. Astérix devient un phénomène de société. Le visage d'une France fière et joyeuse. Toutes les générations se retrouvent autour de ces aventures qui se lisent à plusieurs niveaux. C'est là où effectivement la bande dessinée revient vers le public adulte qu'elle a abandonné au XIXe. Grâce à son succès, Pilote peut s'offrir une véritable plage de liberté d'expression et de vraies ambitions. Explorer de nouveaux territoires et phénomènes uniques dans l'histoire de la presse, la revue Pilote va au fil des ans grandir et évoluer avec son lectorat. Vous avez fait un numéro spécial hémoglobine où c'était tout un truc, il y avait du sang partout, ce qui est impossible à faire dans une revue pour enfants. Et quand Goscinny a eu une intelligence d'accueillir Rézère, GB, Cabu était là depuis longtemps, il a aussi apporté un peu de... Il y avait un peu plus de contestation dans la revue, ça restait très, très cadré. Et c'est pas étonnant qu'après mai 68, tous ces auteurs qui avaient goûté à une grande liberté
ait eu envie d'aller un peu plus loin et que Mandrika, Gottlieb et Bretéché aient créé l'Écho des savanes en 72. Et là, on passe juste là directement dans la bande dessinée pour adultes. Pilote ouvre ainsi la voie à une presse de bande dessinée qui ne s'adresse absolument pas aux enfants. Sans Goscinny, nous ne serions jamais arrivés à construire la bande dessinée adulte, moderne, qui est celle d'aujourd'hui. C'est parfaitement clair. C'est de l'histoire. Nous avons voulu créer Métal Hurlant parce que nous savions qu'il y avait des limites qu'on ne pouvait pas dépasser dans Pilote, pour des raisons très précises et autres, et que nous avons faites. En 1975, enfant terrible de Pilote, Métal Hurlant repousse les frontières de la bande dessinée et n'a peur d'aucun tabou. Philippe Druillet en est un des piliers, avec d'autres auteurs comme Mandrika et Moebius, mais aussi Pétillon et Gottlieb. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la bande dessinée au singulier. Il y a une bande dessinée de grande consommation qui continue d'exister, une bande dessinée industrielle qui reste fidèle au genre traditionnel, aux héros sans peur et sans reproche, etc. Et puis à côté de ça, il y a toute une production qu'on peut qualifier d'expérimentale, bande dessinée d'auteur, bande dessinée alternative, bande dessinée artistique, on peut l'appeler de mille façons, mais qui propose radicalement autre chose. En s'invitant dans toutes les couches de la population, à la fin des années 70, la bande dessinée s'ouvre d'autres portes et commence même à être exposée. C'est le moment où les festivals de bande dessinée génèrent les premières expositions d'originaux, qui ne sont pas encore des expositions marchandes, mais qui sont des expositions d'émerveillement. La première chose qui est faite, c'est qu'on encadre des pages, on les met sur le mur, pas toujours avec le plus grand soin d'ailleurs au début, mais les gens voient que l'original est grand par rapport à l'imprimé. Ils voient que l'original contient des repentirs, des retouches, des traces de crayon, des retouches à la gouache blanche, etc. Chez tout le monde, à commencer par Hergé ou Franquin, c'est rempli de choses comme cela. Chez Pratt, on voit les matières qui peuvent être à l'encre de Chine ou au feutre, avec des choses qui sont en train de disparaître. Tout ça commence à rendre très sensible, très charnel, très sensuel, le travail du dessinateur. Donc on découvre d'abord ces planches comme ça, puis apparaît la couleur directe qui donne encore un éclat nouveau, et évidemment le marché de l'original se construit. Moi, mes premiers collectionneurs étaient des collectionneurs d'art contemporain. Très curieux, parce qu'ils disaient une chose simple, une planche de Druillet, parce que c'est les formats grand aigle 80/100, en dehors de l'album, quand on met la planche au mur, elle a une autre existence. Elle existe en tant qu'œuvre. C'est à cette période-là que Philippe Druillet va alors être le premier dessinateur de BD à faire une incursion dans une salle des ventes. C'est ce fou que j'adore de Cornette de Saint-Cyr qui me dit si nous faisions une vente de bande dessinée, 84. Je lui dis mais on va au massacre, parce que quand on fait une exposition, l'exposition dure un mois et demi ou 3 semaines. Si on ne vend pas le premier jour, il y a le temps d'un mois pour fidéliser les acheteurs. Une vente aux enchères, s'il y a 10 personnes, s'il n'y a personne, c'est dans la soirée que ça se joue. Nous avons gagné. Et ça, c'est le courage d'un commissaire-priseur. 84 est la première vente de bande dessinée au monde à Drouot. Pour la première fois, la BD entre sur la pointe des pieds dans le monde élitiste de l'art. On reconnaît la beauté du dessin, parce que le dessin est quelque chose de mystérieux, d'étrange, de magique, et c'est le dessin. Alors, une abstraction est une chose très valable. J'adore Zhao Wuki, j'adore Zhu Jianchun, il y a des choses merveilleuses, mais le dessin reste une valeur profonde et qui garde sa force et qui garde sa puissance. Pourtant, depuis la naissance de la BD, les originaux n'ont aucune valeur aux yeux des dessinateurs. Ils ne sont que des outils, des brouillons, au profit de l'œuvre finale, le livre.
il y a là quelque chose de très étrange, parce que pendant longtemps, les grands dessinateurs n'ont pas du tout pensé à la préservation de l'original. Hergé ou Franquin, ou d'autres auteurs de l'âge classique, des Giger, même Jacobs, donnaient assez facilement des crayonnés, des esquisses, voire des pages ancrées à leurs visiteurs. Les premiers fans repartaient avec, quelquefois, chez Hergé, pour une famille. Chacun repartait avec un crayonné. Le crayonné était considéré par Hergé comme un matériau préliminaire, une étape de travail, une trace sympathique du processus qu'il avait utilisé, mais il ne l'imaginait pas du tout comme un objet marchand. Pourtant, un galeriste va oser regarder les planches comme des œuvres d'art, et dans les années 80, il va changer le cours de l'histoire. Le premier galeriste qui a exposé de la bande dessinée, c'est Christian Desbois, et il a monté sa galerie, je crois, en 1986. Donc là, on ne peut pas dire qu'il n'a rien d'opportuniste ou c'est un passionné de BD. Il décide d'ouvrir un lieu, une galerie qui est consacrée à ce médium. Christian Desbois a été le premier, je dirais, galeriste véritablement à faire un travail de fond. C'est-à-dire qu'il commandait des séries à des artistes sur un thème spécial. Je pense en 1990 pour Tardy Banlieue. C'était des fusains sur papier. Ça a marqué son temps. En 1994, Enki Bilal fait Bleu Sang, avec des toiles, avec une dizaine de toiles, plus des calques, avec des dessins sur calque. Donc c'est vrai que Christian Desbois était vraiment un galeriste précurseur, a travaillé sur le long terme avec les artistes choisis et a fait un vrai travail de fond. Et c'est lui qui a dit on va exposer des bandes dessinées, mais on ne va plus les exposer comme des planches, on va vraiment les exposer comme des œuvres d'art. Et c'est lui qui, au tout début, a vraiment voulu travailler dans ce sens-là, en se disant on va vraiment changer la façon de regarder des bandes dessinées. Christian Desbois incite Enki Bilal à s'assumer en tant qu'artiste. Il le pousse à explorer l'univers qu'il avait créé. Peu à peu, les cases de Bilal vont grandir. Les dessins vont devenir des gouaches. Le texte va disparaître ou être rajouté après la finalisation de l'œuvre. Sa bande dessinée se fait peinture. Bilal est certainement l'exemple même de l'artiste de bande dessinée qui a réussi à trouver un public très au-delà du cercle des amateurs de bande dessinée. Et je dirais que sa réputation est beaucoup plus forte et mieux établie auprès des gens qui ne sont pas de véritables lecteurs de bande dessinée qu'au sein de la communauté des lecteurs de bande dessinée. Du coup, on ne me considère plus vraiment comme un dessinateur de bande dessinée. Voilà. Mais ça, c'est peut-être la plus belle des récompenses que je puisse connaître aujourd'hui, c'est d'être libre. Donc, de m'être sorti d'un art que j'estime et j'aime éminemment, mais de ne pas en rester prisonnier. Voilà, ça, c'est extrêmement important. La jeune maison des ventes Arcurial s'engouffre dans le sillon creusé par Christian Desbois. Ils organisent une vente d'œuvres d'Enki Bilal. En 2007, un tableau qui avait été vendu 78 000 francs par Christian Desbois est revendu 15 fois plus cher. Le monde de l'art est sidéré. 195, Enki Bilal, Bleu Sang, présenté en 1994 lors de l'exposition Bleu Sang à la galerie Christian Desbois. Et nous commençons les enchères, commençons à 50 000, 55 000, 60 000, 65 000, 65 000, uniquement à 65 000, 70 000, 75 000, 85 000, 88 000. C'est bon. Adjugé 90 000, bravo, merci. Chez Arcurial, en 2007, avec la vente Enki Bilal, qui a, je dirais, tout chamboulé, puisqu'il y avait 32 dessins. On a fait 1 300 000 € de résultats avec 32 dessins. C'était un raz-de-marée, un chamboulement pour le marché de la bande dessinée. C'est une espèce de tsunami comme ça qui arrive. Et ensuite, il y a une vente de planches de bande dessinée où les cotes a suivi. La cote a suivi littéralement la cote de la peinture. Donc il y a eu
une planches qui sont vendues à plus de 100 000. Il y a 25 ans, en fait, il y avait peut-être 20 clients, et ce n'étaient pas des clients, c'était plutôt des amis. On se réunissait autour d'une table, et les gens qui pouvaient acheter des planches, par exemple une planche de Gaston, c'était des gens comme vous et moi, des gens qui avaient des métiers normaux. Un chauffeur de bus s'achetait une planche de Gaston qui valait à l'époque l'équivalent de 750 €. Et donc ça allait avec son salaire, si vous voulez. La même planche aujourd'hui, elle vaut, près de 100 000 €, et donc ça n'est plus du tout en rapport avec un salaire de quelqu'un de normal, on va dire. Donc les clients aujourd'hui ont évolué par rapport à ça. Il y a eu plusieurs cycles, donc ce fameux cycle de gens qui achetaient à l'équivalent de 750 €, aujourd'hui ont un certain âge, et vu les prix que ça a atteint, commencent à vendre pour faire autre chose simplement. Et les nouveaux acheteurs ont 40 ans, sont des métiers libéraux, sont peut-être un peu plus investisseurs, mais aiment toujours, en tout cas en ce qui concerne mes clients, aiment toujours vraiment la bande dessinée. Alors, le vote en enchère de 7 000. Vous avez vu 7 000 ? Alors 7 000, c'est ici. 231. Avec ses ventes aux enchères, le monde de la bande dessinée semble conquérir une véritable considération auprès de ceux qui la méprisaient il y a encore quelques années. J'ai 3 000. Quand on regarde les cotes d'aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il y a 2 ou 3 auteurs qui sont très au-dessus du lot. Hergé pour les anciens, Bilal pour les modernes, en particulier sur le marché français. Et on s'aperçoit aussi que les œuvres qui atteignent les prix les plus élevés ne sont pas des pages de bande dessinée, mais sont généralement des illustrations. Évidemment, dans le développement de la bande dessinée au milieu des arts plastiques et dans le phénomène des ventes récentes, cet aspect tableau de la page globale ou de l'image isolée prend le dessus. Et ça, c'est une tendance tout à fait récente, c'est-à-dire que pendant longtemps, la bande dessinée était un art humble, un art modeste, où tous les effets spectaculaires étaient quand même au service de la narration, et cette narration au service de la publication, alors que depuis que les ventes d'originaux sont devenues très importantes et que les collections ont pris une place énorme, on pourrait dire que la dimension tabulaire, la dimension spectaculaire de la bande dessinée est devenue une préoccupation des dessinateurs, disant qu'il y a quelque chose dans les planches récentes de plus ostentatoire. Les planches, pour les galéristes, ont beaucoup de valeur quand elles peuvent se lire en un seul bloc en dehors du contexte de l'album. Et c'est le cas de cette planche de Comès, Didier Comès. Et là, on se rapproche très fort de l'art contemporain. Parce que cette planche est remarquable en ce sens qu'elle peut se lire comme une œuvre séparée de son contexte. C'est juste quelqu'un qui entre dans une maison et qui fait le tour et qui ne trouve personne. Elle demande, y a-t-il quelqu'un ? Moi je considère qu'une planche de bande dessinée n'est pas une œuvre en soi. L'œuvre, c'est l'album. Donc c'est un morceau d'œuvre. Aujourd'hui, cependant, certains spécialistes craignent qu'en flirtant trop avec le monde de l'art et ses codes, la bande dessinée perde son âme, son identité. Dans une certaine conception de la bande dessinée, orientée galerie, orientée marché, à un moment où il y a un déséquilibre économique qui se crée dans la bande dessinée et où quelquefois un auteur gagne plus en vendant ses originaux qu'en vendant ses albums. Eh bien, il commence à se dire, et le galeriste l'encourage, et là je pense qu'il y a une véritable perversion, si pas une dénaturation, si pas éventuellement un risque de mort de l'art même de la bande dessinée dans ce qu'il a de plus profond, on va dire moins de cases, c'est mieux, ou des cases isolées, c'est mieux, ça se vendra mieux. Pas de bulles dans la case, puis éventuellement essayer de la peindre plutôt que de la mettre en couleur classiquement, etc. La monumentaliser par le cadre, au fond, la faire ressembler à la peinture. Et donc là, on aurait quelque chose qui serait d'un ordre nouveau, qui serait un simulacre de bande dessinée. Profiter d'une certaine vogue de la bande dessinée pour produire sur les murs des galeries des objets qui ressemblent à de la bande dessinée,
qui ont le goût et l'odeur de la bande dessinée, pour parodier un slogan célèbre, mais qui ne sont plus de la bande dessinée. Car au fond, la bande dessinée, elle est quand même d'abord destinée à être lue. Il y a une sorte de détournement de l'art de la bande dessinée. L'art de la bande dessinée, sauf exception, n'est pas conçu pour être exposé. Il n'empêche que certaines pages de bande dessinée tiennent formidablement le mur, qu'elles sont très belles et qu'elles peuvent procurer d'authentiques émotions esthétiques. Mais si la BD enthousiasme les galeries, il n'en est pas de même pour les musées. En dehors de l'incontournable Cité de la bande dessinée d'Angoulême, bien peu d'institutions françaises l'accrochent sur leur cimaises. Les musées s'intéressent peu à la bande dessinée parce que pour eux c'est un art mineur, hein, populaire, art mineur. C'est incroyable. Ils ont tenu dans la même audience le design, hein, alors qu'en Allemagne, la peinture, le design, les arts graphiques, d'une manière générale, sont adulés et font qu'aujourd'hui, la production artistique allemande rayonne sur l'Europe, et pas simplement des Kiefer, des Baselitz, etc. En France, les musées ont décidé de ne pas s'occuper de peinture, de consacrer les politiques d'acquisition sur des installations. D'ailleurs, les grands collectionneurs ont fait ça aussi. Et du coup, tout ce qui était figuration, tout ce qui était populaire et figuration, et donc accessible, a été considéré par nos élites, par nos sachants, comme inintéressant. Le véritable défi, c'est plus maintenant de faire des records en vente aux enchères, parce que ça, voilà, ok, très bien, c'est bien, mais bon, c'est plutôt de rentrer dans les institutions. Beaubourg n'a jamais, enfin le musée national n'a jamais acheté de planches, elle s'en est fait offrir une, par la Fondation Moulinsart, enfin par la Fondation Hergé. Il y a eu quelques belles expositions en France, hors Angoulême et hors festival. Il y a eu Spiegelman à Beaubourg, mais c'était dans la bibliothèque de Beaubourg, ce n'était pas dans les salles réservées à exhauster l'art. Quand le musée d'art moderne de la ville de Paris, ils ont exposé Robert Crumb en 2012, ils n'en ont pas profité, ils n'ont acquis aucune œuvre originale, aucun dessin de l'artiste Robert Crumb. Quand les musées vont se réveiller et vont vouloir acheter, ils devront débourser des dizaines, si pas des centaines de milliers d'euros pour des pièces qu'ils auraient pu avoir à beaucoup moins il y a des années. Et il faudra les acheter sur le marché et non pas chez les auteurs directement. Avant que la bande dessinée soit réellement rentrée dans les musées par la grande porte, conservée, et rentre aussi dans les écoles d'art, rentre aussi dans les formations d'historiens de l'art, de conservateurs, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Aujourd'hui, ce sont les collectionneurs privés qui compensent l'indifférence des musées français. J'achète dans une optique muséale. J'ai un projet muséal sur les arts graphiques dans lesquels la bande dessinée aura une grande place, mais aussi l'illustration. Et donc, j'achète des planches selon des critères scénographiques que je suppose, donc des planches qui peuvent être vues. Ça peut être fatigant d'avoir des additions de planches sur des murs, hein, donc il faut acheter des grandes et des petites, des colorés, des noirs et blancs, etc. Mais surtout, j'essaye d'acheter des planches représentatives de différentes périodes du travail des artistes. Et donc, ça m'amène à ne pas me focaliser particulièrement sur la planche qui est recherchée sur le marché, mais aussi de chercher du matériel de travail, d'aller chercher des planches de l'auteur avant qu'il ne soit très connu pour regarder sa progression. Donc c'est une exposition à caractère pédagogique, muséographique et qui valorise, j'espère, les auteurs que j'ai en collection. C'est un travail exaltant de constitution finalement d'une histoire de la bande dessinée qui sera exposée. Près de 2 siècles après sa naissance, la bande dessinée vit une mutation profonde et il est particulièrement difficile de prédire son avenir.
je pense que maintenant, nous sommes arrivés à un stade où ce métier est enfin reconnu et respecté, alors qu'avant, non seulement tout le monde lisait de la bande dessinée, mais personne n'en parlait, parce qu'il ne fallait pas. Et ensuite, maintenant, il est officiel. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, probablement. D'une part, parce que la bande dessinée s'est formidablement diversifiée, parce que la production atteint des niveaux records avec près de 5000 titres publiés chaque année en langue française. Et aussi parce que la bande dessinée est en train de conquérir de nouveaux supports, et en particulier les écrans. C'est donc très très difficile de dire ce que sera la bande dessinée dans 10 ou 20 ans. Il est plus facile de s'extasier devant le fait que la bande dessinée soit restée aussi vivante et aussi pertinente, alors qu'elle a survécu à toutes les grandes mutations technologiques qu'on a connues tout au long du XXe siècle. C'est-à-dire que la bande dessinée existait avant la radio, avant la télévision, avant le cinéma, avant la vidéo, avant les jeux, en ligne, avant tout un tas de choses qui auraient pu tout à fait la tuer, la détrôner, et non. Le miracle, c'est qu'elle soit restée aussi vivante, aussi pertinente, qu'elle continue de parler aux jeunes générations aujourd'hui, et que donc c'est cet art-là qui semble finalement si simple, si modeste dans sa définition même, a pu s'adapter à toutes ces mutations-là. Je pense qu'elle continuera à faire de même dans le futur. La bande dessinée est en accrochage, en acuité totale avec le monde dans lequel elle vit aujourd'hui. Et ça, c'est capital, c'est très capital. Et on disait, après la période pilote, après la période Métal Hurlant, il n'y aura plus de bande dessinée. C'est faux. Elle continue à grandir, elle continue à vivre. Donc c'est un art absolu qui est en osmose totale avec le quotidien que nous vivons. Et si demain les historiens se penchent sur notre quotidien, il y a fort à parier que la bande dessinée sera alors un outil précieux pour raconter notre société actuelle.